Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. Bien, si je peux avoir la première diapositive, après je pense que je peux Alors, évoluer. normalement, c'est sur le côté, donc je pense que c'est celle-ci. Non, pardon. Non, Euh, c'est pas celle-ci. c'est Voilà, celle-ci. c'est celle-ci. Voilà. Très bien, alors je vous propose de commencer par une petite expérience. Donc voilà, vous allez fixer la petite croix qui est au centre de l'écran. Vous rapprochez un petit peu de votre ordinateur, vous fixez la petite croix et sur le chat, vous m'indiquez ce que vous voyez qui se passe. Il y en a quelques-uns qui peuvent réagir et me dire ce qui se passe. Donc vous mettez bien face à l'écran, vous fixez la petite croix. Voilà, ça y est, je vois qu'un certain nombre d'entre vous ont vu le phénomène. Effectivement, quand vous fixez la petite croix, les petites taches violettes qui sont autour, disposées, ont tendance à disparaître. Alors il n'y a aucune magie, hein, la réalité physique, c'est qu'il y a bien les petites taches violettes sur votre écran d'ordinateur. Simplement, quand vous fixez la petite croix, bien dans votre registre conscient, les petites taches violettes vont avoir tendance à disparaître. Alors c'est une illusion qui s'appelle l'illusion de Troxler. Alors pourquoi ça? En fait, comme je vais vous l'expliquer juste après, la seule chose à laquelle vous avez accès dans votre cerveau, et Yvagil l'a déjà dit, c'est votre registre conscient. Et dans votre registre conscient, vous avez toute une interprétation de la réalité physique qui est autour de vous, comme là dans cette illusion. Et là, quand vous fixez la petite croix centrale, le fait que ces petites taches violettes soient trop fixes dans votre champ de vision est interprété par votre cerveau comme étant quelque chose de probablement artefactuel, et donc il les fait disparaître. Et dans votre registre conscient, vous voyez donc une interprétation de la réalité où on a fait disparaître quelque chose que votre cerveau avait considéré comme artefactuel. Alors, je pense que si je vais là, je fais passer mes diapos. Voilà. Donc voilà, la seule chose à laquelle vous avez accès dans votre cerveau et pour vos décisions, c'est le registre conscient. Mais en fait, ça, c'est une toute petite partie du fonctionnement de votre cerveau. L'essentiel de l'activité cérébrale, ça va se passer en dessous, dans les noyaux centraux, mais aussi dans beaucoup d'autres systèmes. Et finalement, la partie dans laquelle vous avez accès, c'est vraiment la partie émergée du fonctionnement cérébral. L'essentiel est automatique. Et dans une décision que vous allez prendre pourtant dans votre registre conscient, eh bien, elle va être influencée par ces systèmes automatiques et peut-être aller changer un peu la manière dont consciemment vous avez l'impression de prendre votre décision. Et ça va être à l'origine de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et donc, on est tous sujets à des biais quand on prend les décisions, et ça va donc être l'objet de cette présentation. Alors, je ne vais pas, bien sûr, pouvoir, dans le temps qui m'est imparti, vous parler de tous les biais potentiels, mais je vais vous l'illustrer à travers quelques exemples. On va surtout voir le rôle des émotions, hein, qui sont très importantes dans la prise de décision. Dans quel sens ça peut influencer mes décisions vis-à-vis d'autrui, mes relations avec autrui. Dans quel sens ça peut perturber mon jugement moral, donc important, je pense en termes de décision, en particulier de justice. Et puis ensuite, on verra aussi l'influence qu'a l'image mentale que j'ai de moi-même sur mes décisions. Et on finira en voyant, essayer de vous sensibiliser un petit peu au fait que par moment, alors qu'on a l'impression d'être sous contrôle, ça peut nous échapper plus ou moins involontairement. Alors, tout d'abord, le rôle des émotions, elles sont importantes. Donc, les émotions, c'est quoi? Il y en a 5 importantes. Nous, on les intellectualise, on voit à quoi ça correspond dans notre registre conscient, mais ça correspond à des systèmes automatiques qu'on va retrouver dans toutes les espèces animales à des niveaux plus ou moins sophistiqués. C'est essentiellement des systèmes d'alerte qui servent à assurer notre survie. Alors, il y en a 3 qui sont vraiment d'alerte. La peur, donc qui va nous indiquer des dangers potentiels dans notre environnement. Le dégoût, qui va nous protéger contre le risque d'empoisonnement.
associé au dégoût d'ailleurs, il y a tout ce qui a trait à la douleur, et puis la colère, dont l'objet est finalement de faire fuir un danger potentiel. Et puis il y a deux autres émotions qui arrivent un petit peu plus tard dans l'évolution, qui vont avoir un rôle important, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais dans tout ce qui est l'apprentissage à partir de nos expériences. Et ces deux émotions, c'est la joie et la tristesse. Hein. La joie est pas mal associée, alors c'est très, très simplifié et raccourci à la fameuse dopamine dont a parlé Ivagit juste avant. Et tout ça, ce couple balance-joie, joie-tristesse va être très important dans l'apprentissage comportemental en particulier. Mais bon, ça serait un sujet un peu vaste où on pourra l'aborder au cours de la discussion. Alors, je vais me concentrer uniquement là sur la peur. Alors, dans la peur, il y a une espèce de centre important dans le cerveau, qui est une espèce de tour de. Je crois que c'est là-dessus que j'appuie si je veux montrer ma petite. Bon. Ça, c'est la petite tache violette que vous avez là, ici, qu'on appelle l'amygdale. C'est une espèce de centre de contrôle de la peur. Donc, cette amygdale, elle est connectée avec tous les cortex qui nous informent sur l'environnement, ce qu'on appelle les cortex perceptifs. Et aussi, Vigile vous en a parlé un petit peu, donc avec les cortex qui gèrent les informations visuelles, les informations tactiles, les informations sonores, l'information olfactive, gustative, etc. Tout ça est connecté sur cette amygdale. Et dès que dans l'environnement, il va y avoir un danger potentiel, alors l'amygdale, comment elle l'identifie comme danger potentiel? En fait, elle l'identifie à partir du moment où c'est quelque chose qui est très irrégulier, très inhabituel. Si là, brutalement, il y avait un son très fort qui survenait, ça serait inhabituel, vous allumeriez votre amygdale. Vous imaginez, je me promène dans la nature tranquillement autour de Nantes et puis brutalement, alors que l'environnement est calme, il y a les oiseaux qui gazouillent, etc. Et brutalement, il y a un bruit devant moi, ou une forme un petit peu allongée qui passe, qui peut évoquer un serpent. Et bien là, l'amygdale s'allume et quand l'amygdale s'allume, elle donne l'alarme dans le cerveau, elle va enclencher tout un programme, elle va accélérer mon cœur, fait que je me mets à transpirer, à respirer plus vite, j'arrête toute activité motrice, je focalise mon attention sur d'où vient le danger. En fait, tout mon cerveau a mis mon corps en ordre de marche pour soit fuir, soit combattre le danger potentiel. Ensuite, je vais analyser exactement ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que je vais avoir conscience qu'il y avait effectivement une alarme, potentiellement un serpent que j'avais cru voir dans l'environnement. Donc je réalise que j'ai eu peur, mais avant cette étape consciente de réalisation de la peur, tout ça s'est passé automatiquement. Et c'est important que ça se passe automatiquement et très rapidement parce que ça m'a évité de marcher sur un serpent. C'était effectivement un serpent. Alors soit c'était effectivement un serpent et j'ai eu raison de m'arrêter, soit finalement c'était un lézard, c'était une fausse alarme et je vais continuer mon chemin comme si de rien n'était. Mais ces systèmes-là, ça va marcher aussi dans les relations interhumaines. C'est là où ça va nous intéresser. Euh, alors, comment ça va jouer? Alors, juste avant que j'aille sur le rôle de la peur dans nos relations interhumaines, un autre système qu'on a dans notre cerveau, on a pas mal de systèmes qui nous permettent de parfaitement comprendre ce que ressent, même ce que croit autrui. Hein. On a des systèmes d'interaction entre humains, on a ce qu'on appelle une cognition sociale qui est très développée dans notre espèce. Et par exemple, si je me blesse, si je me coupe le pouce, je vais ressentir une douleur et je vais activer dans mon cerveau une région particulière, située ici, qu'on appelle l'insula. Mais si je vois quelqu'un se blesser, eh bien, je vais activer moi aussi dans mon cerveau l'insula, comme si je m'étais blessé moi-même. Donc en fait, au sein de mon cerveau, je suis capable d'activer les mêmes émotions que la personne qui ressent elle-même une douleur. Alors, ce qui est vrai pour la douleur, c'est vrai aussi pour la joie, c'est vrai aussi pour le dégoût, c'est vrai pour plein de choses. Donc, vous voyez, normalement, quand je vois quelqu'un se blesser, je ressens de la douleur. Alors, où c'est intéressant, et c'est des travaux qui ont été faits il y a quelques années par l'équipe d'Angela Sérigu à Lyon, euh, c'est que mon ressenti de la douleur de l'autre, même sous le terme d'empathie, va être variable selon la personne. Ah, on a perdu.
le diaporama. Ça peut revenir. Voilà, merci. Selon la personne que j'ai en face de moi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans cette expérience? Vous regardiez une main qui était présentée sur un écran d'ordinateur. Donc, si vous étiez une personne de couleur blanche, vous voyez une main qui était touchée par un couteau ou une main qui était touchée par une piqûre. Et puis ensuite, on vous montrait une main de couleur noire touchée par un coton, touchée par une pointe. Et ensuite, ils analysaient par des systèmes de neurophysiologie, donc d'EEG un petit peu plus compliqués, en fait, le reflet de l'activation des phénomènes d'empathie dans le cerveau des personnes. Donc, si vous êtes blanc et que vous voyez une main blanche être piquée, vous activez vos systèmes d'empathie et vous activez énormément le système d'amygdale. Si par contre vous voyez cette piqûre sur une main noire, de façon automatique, vous activez beaucoup moins euh, l'insula euh, parce que c'est une main noire que vous présentez alors que vous êtes blanc. Si vous changez l'expérience, si maintenant c'est une personne de couleur noire qui voit une main noire être blessée, eh bien, il va activer l'insula et le système d'empathie de façon importante, alors que s'il voit une main blanche être blessée, il va moins l'activer. Donc tout ça pour vous dire que quand vous êtes face à quelqu'un qui vous ressemble, parce qu'il est de la même couleur de peau que vous, parce qu'il a la même couleur, parce qu'il a le même langage que vous, il n'a pas d'accent, vous êtes en pleine confiance. Si par contre vous êtes face à quelqu'un qui vous est différent, parce qu'il ne parle pas exactement comme vous, parce qu'il n'est pas de la même ethnie, parce qu'il n'est pas habillé de la même manière, il n'a pas la même culture que vous, eh bien, à ce moment-là, de façon automatique, sans que vous puissiez prendre contrôle initialement, votre amygdale s'allume, indique de la peur, et vous êtes moins en situation d'empathie avec l'individu. Alors ça, c'est à l'origine de beaucoup de biais relationnels. Hein. Vous êtes plus en confiance avec les gens qui vous ressemblent que les gens qui vous sont différents. Donc, nous, dans une consultation médicale, par exemple, on va être de façon automatique beaucoup plus en empathie avec quelqu'un qui va nous ressembler, nous être proche sur le plan culturel, que quelqu'un qui nous est très différent. Alors, fort heureusement, on peut reprendre le contrôle. C'est-à-dire que si on a conscience de cet automatisme à l'origine, ce qu'on appelle le biais de stéréotype, donc qui fait que quand je suis face à quelqu'un qui m'est différent, j'active mon amygdale, mes signaux d'alerte, je peux venir le réprimer de façon consciente en activant mon cerveau frontal, dont on a parlé tout à l'heure, qui va inhiber cette réaction automatique de attention, danger, c'est une personne différente de moi. Et il a été montré que dans l'origine des inégalités sociales de santé, c'était un facteur non négligeable. Je pense que dans les décisions de justice, c'est certainement un facteur qui joue aussi. C'est-à-dire que de façon automatique, vous êtes plus en empathie avec quelqu'un qui vous ressemble que quelqu'un qui vous est différent. Et si vous ne le contrôlez pas de façon volontaire, eh bien à ce moment-là, le biais de stéréotype va s'imposer à vous et vous allez porter un jugement qui va être déséquilibré, qui va être biaisé. Alors ces émotions, en dehors des relations interpersonnelles et de l'empathie, et c'est important dans des métiers relationnels comme les métiers de justice ou les métiers de médecine, ou pratiquement tous les métiers, ça a aussi un rôle dans le jugement moral qu'on peut avoir. Alors, voici une expérience assez célèbre que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle le fameux dilemme du tramway. Euh, donc, vous êtes dans la position de ce personnage et il y a un tramway qui, s'il va tout droit, va écraser 5 personnes et si il va sur cette voie, va n'écraser qu'une seule personne. Vous êtes ici et vous avez donc le pouvoir de décider, de diriger le tramway pour écraser une seule personne versus écraser 5 personnes. Donc quand on propose cette situation, activer un levier pour aller écraser une personne plutôt que 5, 2 tiers des personnes interrogées, généralement, vont activer le levier et aller écraser une personne plutôt que 5. Il y a une décision qui est prise, on peut dire, de façon utilitaire. Un écrasé vaut mieux que 5 écrasés. Il faudrait mieux pas d'écraser du tout, mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Et puis, il y a une autre situation où là, cette fois-ci, pour éviter
que le tramway écrase 5 personnes, vous devez activement pousser une personne du pont qui va tomber, qui va bloquer les roues du tramway. Donc on est dans le même choix utilitaire, c'est-à-dire que si cette personne, vous la poussez sur la voie, elle va empêcher la mort de 5 personnes, donc vous allez tuer une personne pour en protéger 5. Mais dans ce cas-là, vous êtes beaucoup plus proactif dans l'action protectrice des 5 personnes. Et dans cette situation, en fait, 2 tiers des personnes préfèrent ne pas pousser la personne pour protéger 5 personnes et vont donc aller dans une réaction plus émotionnelle et moins utilitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe un petit peu au niveau cérébral. Et on a des systèmes qui nous permettent de le faire actuellement avec l'imagerie fonctionnelle en particulier. Eh bien, quand vous êtes dans une décision utilitaire d'agir sur le levier, vous calculez 1 versus 5. Le mieux, c'est de sacrifier 1 pour protéger 5. Vous faites fonctionner votre cortex frontal, en particulier cette partie dorsolatérale, celle qui est sur le côté, dont vous a parlé Isagite tout à l'heure, qui est votre cortex, on pourrait dire, rationnel. Quand par contre vous êtes dans la situation émotionnelle de pousser quelqu'un et d'être directement responsable de l'acte, à ce moment-là, s'allume votre amygdale, les émotions de peur, de culpabilité potentielle, reliées à cette partie plus médiale du cortex ventral, du cortex frontal, ce qu'on appelle le cortex frontal ventromédian, plus émotionnel. Et là, dans ce cadre-là, ça va empêcher finalement d'aller vers une décision utilitaire et vous réfrénez de l'action de pousser la personne. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce qui est rappelé d'ailleurs dans le deuxième article qui est cité ici, ils ont regardé chez des gens qui avaient des lésions dans cette région, des personnes qui ont des lésions dans la région du cortex frontal ventromédian n'ont plus ces informations émotionnelles. Et eux, dans tous les cas, ils vont faire des décisions, ils vont prendre des décisions qui sont purement utilitaires. Et donc, ils vont avoir tendance à prendre toujours des décisions très rationnelles de protéger euh, 5 personnes versus une, même s'ils doivent être actifs. Donc, vous voyez que même dans un jugement moral, vos émotions jouent un rôle et vous voyez le rôle finalement de vos émotions dans une prise de décision ou l'émotion d'un autre dans une prise de décision. Et vous voyez que si vous n'avez pas ce régulateur émotionnel qui fonctionne, parce qu'il y a une lésion, une tumeur, un accident vasculaire cérébral, ou dans le cas historique de Fred Gage, que vous connaissez peut-être, cet ouvrier de Boston qui avait eu une baramine à travers du crâne, eh bien, vous n'avez plus ce régulateur et du coup, vous n'avez plus cette dimension émotionnelle dans vos décisions qui est en jeu. Alors, deuxième aspect que je veux voir, c'est un petit peu sur l'image de soi. Alors là, on va faire un petit sondage. Alors, on m'a dit que vous lanceriez le sondage pour moi, sinon je crois que j'ai la possibilité de... Donc, il y a un petit sondage à lancer, normalement. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que vous vous considérez comme meilleur magistrat, avocat, enfin dans votre activité professionnelle, comme meilleur que la moyenne, hein. Et donc, vous pouvez répondre à ce sondage, normalement, en cliquant, j'imagine, sur oui ou non. Mais les magistrats sont des gens raisonnables, hein. Allez, encore quelques... On voit qu'il y a une tendance, alors il y a beaucoup d'abstentionnistes, mais il y a une tendance un petit peu plus à personnes qui considèrent, on va mettre fin au sondage et revenir à la discussion, à ma présentation, si je peux revenir, hop, tac. Alors si on peut me remettre ma présentation avec la diapo suivante, ben, je vais la passer, voilà.
Donc là, pour la majorité, assez raisonnable, la majorité d'entre vous ne se considèrent pas comme meilleurs magistrats ou avocats ou professionnels que la moyenne. Mais quand vous posez la question, par exemple, à des professeurs d'université, ça a été fait aux États-Unis, parce qu'en France c'est certainement différent, 94% des professeurs d'université où avait été fait le sondage se considéraient comme meilleurs enseignants que la moyenne. Alors quand je le fais en visuel, je pose souvent la question de qui se considère comme meilleur conducteur que la moyenne. Et là, généralement, on a une majorité d'hommes qui se considèrent comme meilleurs conducteurs que la moyenne. Donc on a le plus souvent une tendance à avoir une image plutôt positive de soi, et c'est normal, et être un peu en excès de confiance. Excès de confiance, c'est penser que on a des capacités un peu supérieures à celles qu'elles sont effectivement, et c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Euh, on a toujours plus confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on pense, que n'est la réalité. Euh, il y a des raisons évolutives pour ça, hein, ça peut être démontré. C'est-à-dire que si vous imaginez une démonstration qui est mathématique, mais qui en gros peut se résumer de la façon suivante, que j'ai à combattre deux à deux avec un individu. Si l'individu est clairement plus faible que moi, il va probablement fuir sans combattre. S'il est clairement plus fort que moi, je vais probablement fuir sans combattre. Mais s'il est assez difficile de différencier la différence de force entre nous deux, si je suis en excès de confiance, il peut y avoir un petit delta qui peut faire que la personne fuit sans combattre, et ce qui me donne un petit avantage évolutif. Donc il est probablement bénéficiaire pour l'espèce humaine d'être un peu en excès de confiance et de se voir un peu mieux que n'est la réalité. Euh, alors, c'était regardé par exemple sur des copies de mathématiques où on avait donné à des élèves une copie de mathématiques à faire, et à la fin de la copie, on leur demandait de se donner la note qu'ils pensaient avoir sur l'exercice de mathématiques. La grande majorité des élèves se donnent une note meilleure que la note effective qu'ils ont obtenue. Mais avant de faire l'exercice, il leur avait fait faire passer une petite échelle qui évaluait leur état thymique, leur humeur. Et en fait, les seuls qui se donnaient la bonne note, donc qui voyaient le monde tel qu'il était, qui avaient une bonne appréciation sur eux-mêmes, étaient ceux qui avaient une tendance dépressive. Donc quand vous n'êtes pas déprimé, vous voyez le monde un petit peu mieux qu'il n'est, vous voyez un petit peu mieux que vous n'êtes réellement. Vous voyez le monde à travers des lunettes roses, alors que si vous êtes dépressif ou à tendance dépressive, vous avez tendance à voir le monde tel qu'il est. Euh, alors cet excès de confiance, il a quand même une importance dans les jugements, dans les décisions qu'on prend. Alors, ça a été regardé, par exemple, en médecine. Je n'ai pas trouvé l'équivalent dans la justice, mais on doit pouvoir probablement trouver. Donc là, il y avait différents groupes de médecins, des médecins étudiants, des internes un peu seniors et des médecins seniors avec de l'ancienneté. Ils avaient un certain nombre de dossiers pour lesquels ils devaient poser un diagnostic. Et ils avaient la possibilité de demander des examens complémentaires ou des avis complémentaires. Euh, et après, on avait la solution réelle de ce qu'ils devaient trouver comme diagnostic. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est en haut, c'est-à-dire euh, les situations où les personnes avaient une pleine confiance dans leur diagnostic. C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine confiance, ils ne demandaient aucun avis, aucun examen complémentaire, ils étaient sûrs de leur diagnostic. Et bien dans ces cas-là, vous voyez que le nombre de bons diagnostics, alors que les gens sont sûrs de leur diagnostic, hein, ils étaient libres de demander un avis complémentaire, eh bien n'est que de 60%, il y a à peu près 40% d'erreurs diagnostiques, hein, que ce soit chez les experts, chez les internes ou les étudiants sur ces dossiers. Alors, probablement que dans tous les corps de métier, on retrouverait un peu des choses équivalentes. C'est-à-dire que cet excès de confiance est vraiment une source importante d'erreurs décisionnelles. En médecine, c'est certainement un des premiers facteurs d'erreurs diagnostiques et d'erreurs thérapeutiques, c'est cet excès de confiance. On se considère suffisamment sûr de son expertise pour ne pas aller
demander un avis complémentaire pour ne pas aller demander une investigation complémentaire. Alors je voudrais finir sur ces problèmes de balance en fait entre ce cerveau sous contrôle, ce cerveau conscient, donc quand je pense que je prends une décision sous mon plein contrôle, et ces systèmes automatiques, hein, parce qu'en permanence on ne décide pas, voilà, je me mets en on, je suis en rationnel ou je suis en automatique. En fait, en permanence, on oscille entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des moments où on pense être en système de contrôle conscient et où ça peut nous échapper. Alors, je vais l'illustrer sur ce petit, cette petite expérience qui est faite il y a quelques années, où à des personnes, on leur donnait la consigne avec un pendule. Alors, on va regarder juste ce qui se passe là sur la droite. Euh, on leur disait, voilà, il faut que le pendule, vous le laissez bien au centre et surtout qu'il ne se balance pas de haut en bas. Donc là, ils font ça, bien concentrés. Et puis ensuite, ils restent bien concentrés, mais vous leur demandez de faire un calcul mental un petit peu compliqué. Euh, En partant de 100, ils doivent enlever 3 à chaque fois. Et là, en fait, quand ils font le calcul mental un peu compliqué, qui leur impose d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire de travail sur le lobe frontal, et bien hop, le pendule se met à osciller dans la direction qui était interdite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vous donne une consigne, surtout ne pas faire osciller le pendule de haut en bas, vous avez l'information en tête. C'est comme si je vous dis ne pensez pas à un ours blanc. Forcément, vous voyez une image d'ours blanc qui est en tête. Et pour ne pas penser à l'ours blanc, il faut que volontairement, par votre lobe frontal, vous veniez inhiber cette pensée de l'ours blanc. Et là, c'est pareil, il faut que volontairement, par votre cortex frontal, vous veniez inhiber l'envie irrésistible que je vous ai donnée de ne surtout pas faire osciller le pendule de haut en bas. Et si jamais j'utilise votre cortex frontal qui vous permet d'être sous contrôle dorsolatéral par un calcul mental, donc j'augmente votre charge cognitive, et bien finalement va réémerger ce comportement interdit entre guillemets de faire. Et donc, vous voyez que ne pas faire quelque chose qui vous est interdit vous impose un contrôle volontaire, et dès que ce contrôle volontaire est un peu moins fort, eh bien, vous allez risquer de le faire émerger. Pour vraiment l'explication un peu neuroscientifique des fameux actes manqués, etc. On va en discuter. Alors, ça peut être, voilà, j'utilise votre lobe frontal sans faire du calcul mental, mais ce lobe frontal, c'est quand on est sous contrôle conscient, c'est ce qui consomme de l'énergie. Le cerveau, c'est un gros consommateur d'énergie, ça consomme à peu près 20% de l'énergie produite par le corps, alors que le cerveau, c'est 3 à 4% du poids du corps, donc c'est un gros consommateur d'énergie. Et l'essentiel de l'énergie produite, elle est justement pour ce, contrôle rationnel conscient. Et donc, on va revenir à la justice. C'est un papier israélien dans PNS, donc un très bon journal de neurosciences 2011, vous avez probablement entendu parler, parce qu'il a fait un petit peu de bruit, où ils ont regardé les proportions de décisions de justice qui étaient favorables à la personne jugée à différents moments de la journée. Et là, ces différents temps, c'est les moments où il y avait la pause déjeuner. Vous voyez que en début de journée, eh bien, les décisions de justice à 60% étaient favorables euh, à la personne. Et puis, plus le temps passe, plus les décisions de justice sont défavorables. Un petit coup d'arrêt, de pause, de déjeuner, ça va mieux et les décisions reprennent une meilleure qualité, puis ça va décliner à nouveau, etc. etc. Alors pourquoi? C'est-à-dire qu'ici, les personnes sont vraiment dans le contrôle conscient, mais là, quand le contrôle conscient s'échappe par la fatigue, par la monotonie, par l'hypoglycémie, eh bien, on passe dans des systèmes automatiques, vont s'exprimer plus facilement, par exemple, le rôle des émotions, le rôle des stéréotypes que je vous ai parlé tout à l'heure, et du coup, les décisions de justice vont être moins favorables. Alors, que retenir de tout ça? Trois messages à retenir. Donc, bien compris, ça a été déjà souligné par Yves, ce fonctionnement dans le registre conscient qui est le seul auquel on a accès, mais qui n'est qu'une toute petite partie émergée du fonctionnement cérébral. Hein.
le gros du fonctionnement est complètement automatique. Dans ces automatismes, rôle important des émotions sont les décisions. On a vu l'impact dans nos relations avec autrui en termes d'empathie. Je suis face à quelqu'un qui me ressemble, je suis en confiance. À quelqu'un qui est différent, eh bien, je suis en alerte et je suis moins en empathie, je suis moins en confiance. Donc savoir le corriger parce que volontairement je peux le corriger, à condition d'activer mon cortex dorsolatéral. L'impact que ça a sur les jugements moraux, hein, vous vous souvenez du dilemme du tramway avec un jugement utilitaire ou un jugement où vous êtes plus directement impliqué, où les émotions sont en jeu, et ça joue sur le jugement final que vous allez donner, la décision finale que vous allez avoir. L'importance de l'excès de confiance chez les décideurs, hein, qui est vraiment le biais le plus fréquent. Il est normal d'être un peu en excès de confiance, mais ça peut nous conduire à des erreurs décisionnelles parfois graves pour soi-même ou pour autrui. Et puis, cette décision sous contrôle peut assez facilement nous échapper, comme je vous l'ai vu quand on distrait la mémoire l'énergie attentionnelle ou quand cette dernière s'épuise. Donc, trois petits conseils pour essayer de prendre les décisions les plus rationnelles possibles, les plus sous contrôle conscient possible. Eh bien, je crois que la première, c'est de protéger son énergie attentionnelle, donc savoir régulièrement faire des pauses pour recharger ses batteries, savoir surtout, à notre époque, se couper de tous les perturbateurs attentionnels qui polluent notre environnement, hein, les textos, les mails qui s'affichent, etc. On est hyper sollicité, notre attention est hyper sollicitée dans le monde actuel et tout ça épuise notre énergie attentionnelle. Donc, savoir vraiment la protéger quand on a des décisions importantes à prendre. Euh, je conseille énormément d'utiliser l'écrit, hein, que ce soit tapé ou manuscrit, parce que c'est vraiment un moyen qui vous permet de prendre du recul, qui vous permet d'activer volontairement votre registre conscient et de faire un peu moins vous êtes moins à risque de biais que quand tout se passe dans votre tête très très vite et où là, vous risquez d'être en système beaucoup plus automatique que sous contrôle. Et puis surtout, l'intérêt d'avoir conscience des différents biais cognitifs auxquels on peut être sujet pour pouvoir en garder le contrôle. Vous avez vu que par rapport à l'empathie, on peut en garder le contrôle si on en a conscience. Donc tout ça, l'intérêt, c'est finalement à travers ces connaissances qu'on a aujourd'hui sur le cerveau, et je vais montrer que quelques illustrations, de mieux se connaître soi-même pour essayer d'agir au mieux en accord avec ses valeurs personnelles. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention et surtout pour l'invitation. Et je remercie particulièrement Sonia Desmoulins-Cancelli avec qui j'ai la joie d'avoir déjà collaboré et où on a d'autres projets encore à venir de travailler ensemble entre neurosciences et droit. Merci.